Madame, monsieur, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre émission Au Périscope. Nous sommes ici dans le studio de l'IH2EF pour ce nouveau numéro consacré donc aux compétences psychosociales. Je vous rappelle que tout au long de l'émission, vous pourrez réagir sur la plateforme X avec le hashtag Au Périscope afin que nos intervenants que je vais présenter dans quelques instants puissent répondre éventuellement à vos interrogations. On va justement les présenter de droite à gauche, à commencer par vous, Claire Bay. Vous êtes chef du bureau de la santé et de l'action sociale à la DGESCO. Bonjour. Bonjour. À votre droite, Christophe Marcelier, vous êtes IGESR. Merci d'être avec nous. Bonjour. Bénédicte Haar, vous êtes IAIPR Sciences de la vie et de la terre dans l'Académie de Créteil et par ailleurs pilote d'une mission académique sur les compétences psychosociales. Merci d'être avec nous. Et enfin, Cyril Savary, vous êtes chef d'établissement du collège Arthur Rimbaud dans l'Académie de Poitiers, membre du groupe de travail académique sur les compétences psychosociales. Merci d'être avec nous. Bonjour. Bien, je vous propose dès à présent de passer à notre première partie consacrée aux enjeux avec cette première question pour vous, Claire Bay. Comment l'éducation nationale en est arrivée à promouvoir le développement des compétences psychosociales ? Merci pour votre question. Je pense que c'est effectivement intéressant parce que est en train de s'opérer un changement de culture par rapport à cette question et à cette attention portée au bien-être et au levier du développement des compétences psychosociales à l'école. Moi, je situe ce début de changement de culture alors en 2016 avec le parcours éducatif de santé, évidemment, et puis après en 2018 avec le plan national de santé publique qui a demandé aux écoles de s'engager dans la démarche école promotrice de santé. Qui considère la santé de manière globale dans son acception de bien-être, qui est celle de l'OMS. Et donc, par la suite, dès 2020, le ministère de l'Éducation nationale a porté la démarche école promotrice de santé. Et puis, la crise Covid a constitué évidemment un moment de rupture important et notamment l'organisation des assises de la santé mentale et de la psychiatrie en septembre 2021 a été extrêmement importante puisque l'attention à la santé mentale en particulier des jeunes a été pointée avec une dégradation importante qui avait été constatée suite à la crise Covid. Et c'est donc lors de ces assises-là qu'a été décidé de mettre en œuvre une stratégie interministérielle de développement des compétences psychosociales chez les enfants et les jeunes, qui a été publiée en août 2022, qui est extrêmement importante et fondatrice sur cette question. Elle regroupe 10 directions ministérielles. C'est une stratégie sur 15 ans, ce qui est assez exceptionnel pour une stratégie de cet ordre. Et donc avec ensuite, à la rentrée 2022, la fameuse circulaire qui a replacé parmi ces 3 priorités la priorité au bien-être au même niveau que les savoirs fondamentaux. Priorité qui a été réaffirmée ensuite dans la circulaire de rentrée 2023. Entre-temps, les annonces sur la santé mentale, avec notamment la création des secouristes en santé mentale dans les établissements et la mise en place du protocole santé mentale, par exemple. Et avant-dernier élément en date, le plan interministériel de lutte contre le harcèlement à l'école, qui a ajouté un volet sur la prévention avec l'expérimentation des cours d'empathie à l'école. C'est-à-dire qu'on va plus seulement s'intéresser de ce qu'on fait une fois que la situation de harcèlement est constatée, mais comment on va construire des compétences, et en particulier des compétences psychosociales, en amont, pour développer les ressources internes de nos jeunes, et c'est bien de cela qu'on parle. Et enfin, dernier élément important dans le portage qu'on fait au niveau ministériel de cette question-là, le choc des savoirs avec la réécriture engagée du socle commun qui va contenir un axe spécifiquement dédié aux compétences psychosociales, ainsi que l'écriture des programmes disciplinaires qui vont intégrer des compétences psychosociales également, ce qui est un acte extrêmement fort. Christophe Marcelier, sur cette question, quel est le regard de l'IGESR ? Je dirais que si on essaie de comprendre pourquoi on en est arrivé là, pourquoi on en est arrivé à un moment donné à convoquer la notion de bien-être et à s'intéresser aux compétences psychosociales, c'est bien parce que pendant plusieurs décennies, il y a eu des travaux de recherche dans différents champs, dans le champ des sciences de l'éducation, autour notamment du climat scolaire, de la lutte contre le décrochage et la compréhension de ce qui peut contribuer au mieux-être et à la réussite des jeunes, et des travaux aussi dans le champ des neurosciences
puisque dans le champ, notamment plus particulièrement des neurosciences affectives et sociales, un certain nombre de travaux sont venus montrer, et notamment des synthèses de travaux sont venus montrer en France l'importance de développer la bienveillance, comme l'a rappelé Claire Bay. La circulaire de rentrée de 2014 a été un point essentiel, et la circulaire de rentrée aussi 2022 et la circulaire de rentrée 2023 ont été des points qui ont valorisé le bien-être. Mais tout cela, valorisation de la bienveillance, du bien-être, est vraiment adossé à un certain nombre de travaux de recherche qui aussi se nourrissent des sciences cognitives, qui, dans le champ de la métacognition, dans le champ de la meilleure compréhension de ce qui favorise l'estime de soi, la motivation, le sentiment d'efficacité personnelle, on a un certain nombre de données qui sont venues, d'une certaine manière, asseoir scientifiquement la nécessité d'arrêter de penser uniquement les problématiques de l'école autour de ce qui ne va pas, c'est-à-dire le climat scolaire, le décrochage, mais de penser l'école sémantiquement autrement, c'est-à-dire autour de ce qui pourrait aller mieux, et notamment de se tourner vers le bien-être. Donc, oser convoquer la notion de bien-être, ça a été un processus long et lent qui correspond à, quelque part, à une sorte de conscience nouvelle, une conscience qui est partagée au plus haut niveau et qui maintenant place le bien-être comme condition de la réussite, avec l'égalité des chances et l'excellence. Mais on voit bien ici que on est dans une sorte de révolution qui se fait doucement, mais qui est une révolution importante dans l'histoire de notre pays, puisque à travers ces changements, on est amené à s'intéresser véritablement aux conditions qui favorisent la réussite, notamment des élèves les plus fragiles ou des élèves les plus vulnérables. On était avant dans une école qui, bien sûr, dans son fonctionnement, avait conservé, d'une certaine manière, les bases qui favorisent la réussite des élites. Or là, si on veut véritablement aider les plus fragiles, on est obligé de penser ce qui, notamment, favorise la réussite scolaire en termes de ce qui ne se voit pas, c'est-à-dire ces fameuses compétences qui sont travaillées dans les familles pour les élites, ou en tout cas pour les milieux les plus favorisés, et qui, là, nous obligent en tant qu'institution, éducation nationale, à prendre en considération ce qui est nécessaire de travailler à l'école pour les élèves pour lesquels, bien sûr, les familles ne sont pas toujours disposées pour de multiples raisons et n'ont pas forcément les éléments, eu égard au parcours des parents, très souvent, pour aider leurs enfants à réussir. Donc on est vraiment dans un glissement qui est fondamental pour notre école et qui va s'opérer doucement parce que cela va demander beaucoup de temps de formation, beaucoup de préparation, de sensibilisation aux enjeux. Mais un changement qui va dans le sens d'une amélioration qualitative de l'école. Merci Christophe Marcellet. Alors une deuxième question peut-être, quel est l'impact aujourd'hui du développement des compétences psychosociales à l'école? Que disent les études scientifiques à ce sujet? Alors on a beaucoup de données scientifiques parce que des pays anglo-saxons, les pays nordiques se sont intéressés aux compétences psychosociales depuis de nombreuses années. Et on a beaucoup de recul. Je dirais qu'il y a notamment 4 grandes méta-analyses, l'une parue en 2011, l'autre en 2017, puis 2 qui sont parues en 2023, qui portent globalement sur près de 900 000 élèves. Donc c'est beaucoup d'élèves. Donc on a beaucoup de recul sur l'impact notamment des programmes qu'on appelle programmes probants qui ont fait leurs preuves scientifiquement. Et on sait globalement que ces compétences psychosociales agissent dans 3 domaines. Elles agissent dans le domaine de la santé, notamment pour prévenir les addictions, pour permettre aux jeunes de mieux gérer toutes ces compétences qui sont à l'œuvre dans la capacité à maintenir un état de bien-être. Elles ont un impact sur la réussite scolaire. Et ça, je dirais que c'est véritablement quelque chose qu'il faut soutenir, une idée qu'il faut soutenir au niveau national, parce que très souvent, on associe dans beaucoup de pays, et là, en France, on a été dans cette logique-là pendant plusieurs années. D'ailleurs, ça a été dit par Claire Bay tout à l'heure, on a commencé par s'intéresser aux compétences psychosociales à travers le parcours éducatif de santé et l'école promotrice de santé, donc à associer la santé aux compétences psychosociales, ce qui est effectivement très important.
Mais il y a un véritable impact sur la réussite scolaire parce que ces compétences permettent de mieux gérer les émotions, de mieux appréhender les difficultés scolaires, les obstacles, toutes les situations qui sont des situations de stress, de tension et qui mettent en jeu la réussite scolaire. Et le troisième enjeu, c'est un enjeu qui porte sur les relations sociales. Et véritablement, ces relations, alors elles sont en jeu dans les apprentissages, mais elles sont beaucoup en jeu dans les relations qu'ont les élèves en dehors de la classe et dans la classe. En dehors de la classe parce que sur la cour de création, aux abords, dans les couloirs, à la cantine, il se passe énormément d'interactions qui viennent notamment parfois fragiliser certains élèves. Alors ces relations sociales, elles débordent le cadre strict du présentiel, puisque sur les réseaux sociaux, à travers la communication qu'ont les jeunes entre eux, il est clair que ces relations sociales fragilisent les élèves et les jeunes qui ne sont pas les mieux préparés, les mieux aidés, les mieux accompagnés pour pouvoir communiquer en prenant acte des risques et en anticipant, en appréhendant, en analysant les risques auxquels ils s'exposent quand ils communiquent sur les réseaux sociaux. Donc on voit qu'on a des compétences qui sont vraiment majeures pour l'équilibre psychique des jeunes, pour le climat de l'établissement, mais d'une certaine manière pour toute la société, puisque, et c'est le sens de l'instruction interministérielle à travers la signature des 10 directions ministérielles, le retentissement est à prendre à la mesure de ces enjeux très vastes pour toutes les catégories de la population. Claire Bay, comment la DGESCO traduit-elle pour sa part les enseignements apportés par la science dans sa politique justement sur les compétences psychosociales ? Eh bien, en effet, on a à cœur de vraiment prendre appui justement sur ces éléments scientifiques que vient de détailler Christophe Marsollier. C'est peut-être le premier élément, finalement, de la manière dont on souhaite pouvoir développer ces CPS à l'école. C'est de s'appuyer sur le cadre scientifique, qui est celui qui a été développé par Santé publique France dans son référentiel paru en 2022, et de s'appuyer sur les données probantes. Alors, non pas exactement sur les programmes probants, qui peuvent intervenir en appui, mais qui ne vont pas constituer le cœur de ce qu'on fait, puisqu'ils sont, comme ce sont des programmes validés, ils sont forcément lourds à mettre en œuvre, coûteux, et donc ils peuvent intervenir en appui, mais on ne peut pas à grande échelle les faire partout dans tous les établissements en même temps. Mais en revanche, on s'appuie sur les données probantes. Et donc, parmi les facteurs d'efficacité sur lesquels on s'est appuyé, donc nous, on vise vraiment un apprentissage expérientiel, un apprentissage explicite, c'est-à-dire que les élèves doivent savoir ce qu'ils sont en train d'apprendre et en quoi ça va les aider dans leur parcours scolaire et dans leur réussite scolaire. Un apprentissage évidemment structuré, progressif, par le biais d'une pédagogie active. Donc je pense que tout ça sont des données finalement qui parlent aux professeurs aujourd'hui, mais qui doivent absolument s'appliquer pour l'apprentissage des compétences psychosociales. Et puis, autre point qui est essentiel pour nous, c'est que le développement des compétences psychosociales, s'il a vocation à arriver, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans les programmes et dans le socle, c'est bien parce qu'il doit être pris en charge par les enseignants eux-mêmes. Donc, même si, comme dans d'autres sujets que l'on travaille à l'école, il peut parfois y avoir un appui ponctuel d'associations, par exemple. Et voilà, j'attire l'attention sur le fait qu'on ne choisit pas n'importe quelle association. On privilégie les associations agréées, évidemment, puisqu'on a un certain nombre de dérives qui sont constatées dès lors qu'on s'occupe de la question du bien-être. Il faut savoir que les signalements à la Miviludes, la thématique la plus prégnante, c'est celle relative au bien-être. Donc on est très très vigilant à ça, en particulier à l'école sur le respect du principe de laïcité, puisqu'il y a parfois des dérives qui sont constatées sur le plan avec des présentations de l'ordre spirituel qui n'ont rien à faire à l'école, évidemment. Donc, les premiers, ceux qui sont en charge de développer les compétences psychosociales de nos élèves, ce sont bien les enseignants. Et donc, ce développement des compétences psychosociales, il doit se faire dans la classe, au cœur même de la pédagogie, par le biais de séances parfois dédiées, parfois par le biais de séances qui vont avoir et un objectif disciplinaire et un objectif de compétences psychosociales. Et puis aussi de manière informelle dans les activités de la classe, puisque ce qu'on va viser par le développement des compétences psychosociales, on va aussi viser chez les adultes un changement de posture et une évolution des gestes professionnels. En effet, un des points importants quand on veut travailler le développement des compétences psychosociales chez les jeunes, il faut que les adultes aient eux-mêmes des compétences psychosociales développées.
Donc, quelques derniers points justement pour aider les collègues dans les établissements sur cette question-là à faire un peu le tri. Nous avons déjà publié au mois de décembre une page EduScol qui finalement est aussi une forme de plaidoyer sur ce qu'on veut porter sur cette question du développement des CPS. Il y a déjà quelques outils dessus. Il y aura bientôt un document cadre pour une formation de qualité au CPS qui va reprendre les grands facteurs d'efficacité vus par Santé publique France. Nous sommes en train aussi de réfléchir à une charte de labellisation des formateurs. Et donc, voilà, c'est ce qui va permettre aux collègues de travailler sur la question. Alors, on viendra sur le sujet tout à l'heure des dérives que vous avez évoquées, et par ailleurs celui de la nécessité pour les adultes d'avoir ses propres compétences psychosociales. On vient de comprendre un peu mieux désormais ce que sont les compétences psychosociales d'une part et les enjeux qu'elles représentent. Alors, ce sont des compétences transversales par excellence, on vient de le dire. Mais comment les équipes s'en emparent-elles aujourd'hui dans les établissements en académie? Quels sont les déclencheurs? Comment sont-elles mobilisables ou mobilisées? Peut-être pour y répondre, Cyril Savary, d'abord à cette question. Vous êtes chef d'établissement du collège Arthur Rimbaud, je le rappelle, dans l'académie de Poitiers. Quel est votre regard sur ce sujet? Alors avant de trouver des déclencheurs, il faut d'abord que l'équipe de direction s'en empare. Les compétences psychosociales ne vont pas se développer dans un établissement de manière isolée avec un individu, un enseignant ou une équipe de direction. Il faut vraiment qu'il y ait une prise en compte globale. La nécessité donc de l'engagement de l'équipe de direction. Quand l'équipe de direction a compris que ça avait un effet sur la santé mentale, sur les résultats scolaires, sur le climat de l'établissement, sur la lutte contre le harcèlement, dans ce cas, on va forcément trouver des déclencheurs. La liste des déclencheurs, elle peut être longue et en même temps courte et efficace. On participe tous à l'auto-évaluation et l'évaluation externe des établissements. C'est un excellent moment de se questionner. La rédaction du projet d'établissement, ou alors au détour d'autres formations, par exemple sur la formation phare, sur des formations sur la persévérance scolaire, sur l'engagement des jeunes. Formation, la semaine dernière, j'étais sur une formation des CPE. Eh bien, on profite de ce moment-là pour aborder les compétences psychosociales pour l'engagement des élèves. Et puis, au moment où on se questionne également sur la lutte contre le décrochage scolaire en GPDS. Ou alors, au moment d'un projet Notre école, faisons-la ensemble. C'est un excellent moment de se questionner, parce qu'on peut voir des demandes d'équipement, mais à quoi servent ces équipements s'ils ne favorisent pas le bien-être des usagers dans un établissement? Dans ce cas, ils ne sont pas utiles. Et c'est à ce moment-là que, du coup, on se tourne vers des ressources académiques, parce que, bien évidemment, on ne peut pas faire ça tout seul. Le chef d'établissement seul ne peut pas grand-chose. Alors, Bénédicte Art, justement, vous êtes IAIPR en sciences de la vie et de la terre dans l'académie de Créteil. Quel est votre regard, vous, sur l'aspect académique de la question ? Alors, l'aspect académique, il me semble qu'elle est entre un pilotage national et les besoins des établissements, comme l'a dit Cyril Savary à l'instant. Alors, effectivement, on est très attentif aux besoins qui émergent et il y a souvent des moments clés ou en tout cas des déclencheurs. Par exemple, dans l'Académie de Créteil, le déclencheur a été la mise en œuvre du socle commun de connaissances et de compétences de la réforme du collège de 2015-2016 avec le parcours éducatif dont Claire B parlait tout à l'heure et les besoins qui ont émergé pour accompagner les équipes à l'épanouissement des élèves. Ça, on ne savait pas faire. Donc, à partir de là, on a vraiment des besoins identifiés de terrain qui remontent à des moments stratégiques. Et puis, dans ces moments stratégiques, c'est que le début, parce que c'est tout un processus. Et le processus, il s'interroge à chaque fois qu'il y a des textes qui paraissent, des textes qui nous encadrent au niveau institutionnel. Et ben, c'est par exemple, comme on l'a dit, les circulaires de rentrée. C'est le projet Notre école, faisons-la ensemble. C'est toutes ces écoles-là. C'est le pilotage par la DGESCO avec les réseaux de personnes ressources qui mettent en œuvre. Et donc, l'académie étant un intermédiaire entre ce pilotage-là et puis les besoins identifiés. Et donc, déployer un accompagnement dans les territoires pour répondre aux besoins, c'est bien un enjeu de pilotage au plus près des besoins des établissements. Alors, l'enjeu de former l'ensemble des acteurs sur les compétences psychosociales, on le retrouve à l'intersection des réflexions entre établissements et académie, on vient de le voir à l'instant. Mais comment, à ces deux échelles, peut-on finalement organiser la formation de tous ? Alors d'abord, il faut accepter que nous partons tous de points différents. Nous n'avons pas tous le même niveau et nous n'irons pas tous au même point d'arrivée. Donc ça, il faut l'accepter. Mais en fait, on a une nécessité de formation pour construire une culture commune. On a besoin d'une base, d'un socle. Et on voit bien que quand on veut transférer les CPS jusque dans les classes, le temps peut être long et peut être parfois difficile.
Il y a différentes modalités. Alors d'abord, Claire B en a parlé tout à l'heure, les programmes probants. Je dirige un établissement qui accueille un programme probant. C'est très intéressant, mais ce n'est qu'une partie d'un ensemble. Et j'ai pu remarquer d'ailleurs que ces ateliers dérangent, car ils accompagnent le changement de posture. Mais il faut le voir de manière beaucoup plus large. Je le considère, moi, comme une brique dans le socle dont je vous ai parlé. Les fils sont particulièrement efficaces avec l'intervention de collègues qui sont avancés et qui présentent des exemples de projets d'établissement qui sont vraiment globaux dans l'intégration des CPS. Je pense notamment à un établissement en Charente qui avait réfléchi son projet d'établissement sur les CPS dans les espaces, le temps, le fonctionnement. Et puis, on a aussi besoin de faire appel à des experts. Vous l'avez dit tout à l'heure, on peut trouver beaucoup de propositions sur les réseaux et toutes ne sont pas validées, certifiées. Donc, il est important de nourrir les réflexions avec des contenus qui ont été certifiés. Et puis, on doit aller aussi jusqu'au cœur des familles, puisque la complémentarité n'est pas une option. Donc, on a besoin d'accompagner les parents. Là, on ne peut pas le faire seul, avec des partenaires, au cours de cafés des parents, des associations qui soutiennent la parentalité en particulier. La complémentarité, c'est vraiment important. Dans l'académie, justement, comment organiser cette fameuse formation pour tous ? Alors, il me semble qu'il y a 3 points pour se poser des questions. D'abord, le lien avec la recherche. Je crois qu'on a tous été d'accord et on l'a tous évoqué. Il est important que les formations que l'on construise s'appuient sur la recherche, donc des allers-retours, et j'y reviendrai. Il y a également de répondre aux besoins du terrain avec des modalités et des stratégies différentes. Et puis, il y a un point clé également dans la formation, c'est la constitution d'un vivier de formateurs qui soient en capacité d'aller accompagner de façon sécurisée les équipes en établissement. Alors, si je reviens sur la recherche, pour moi, c'est un aller-retour entre la recherche et le terrain pour nous. Ça permet de sécuriser, ça permet aussi d'interroger nos pratiques, parce que souvent on a des pratiques qui nous sont effectivement personnelles, des stratégies qui nous correspondent mieux. Ça permet d'ouvrir les champs des possibles, de sécuriser, de s'interroger, de se remettre en question. Et dans l'académie, là, nous sommes rentrés dans une expérience donc d'évaluation des formations que l'on propose avec les UNIRES et Santé publique France. Il faut donc accepter de se laisser aussi bousculer par ceux qui ont un regard donc extérieur de façon à proposer des choses sécurisantes. Ça, c'était le premier point. Après, je rejoins mon collègue Cyril Savary. Il faut effectivement répondre aux besoins de terrain. Et pour nous, la formation la plus efficiente, c'est la formation d'initiative locale qui permet de répondre à une interrogation d'une communauté éducative et de façon à ce qu'elle puisse se soutenir sur le long terme. Donc ça, c'est important. On en propose avec différents niveaux. 3 heures pour nous, sensibilisation ou des approfondissements, et on peut aller jusqu'à 18 heures. Mais il ne faut pas oublier aussi les personnels qui, peut-être au sein de leur établissement, de leur école, n'ont pas la possibilité de rejoindre une communauté éducative soutenante. Et là, on propose des stages à candidature individuelle qui leur permettent à un moment donné de se retrouver avec d'autres, de réfléchir avec d'autres, de partager des valeurs, parce que c'est bien une question aussi de valeurs qu'il y a derrière. Et puis, on a notre école Faisons-la ensemble, où là aussi, on est vigilant à accompagner les équipes et on propose toujours un pan de formation. Et puis, le dernier point, je crois que c'est le point finalement pour lequel il faut être le plus attentif, c'est la constitution du vivier de formateurs. Être formateur en compétences psychosociales, c'est aussi s'interroger sur sa posture. C'est prendre le temps de s'interroger sur cette posture. Nous sommes donc effectivement dans des formations qui sont impactantes pour les stagiaires. Donc comment on accueille les émotions des stagiaires, comment on les accompagne de là où ils en sont, sans, d'un point de vue éthique, évidemment, les bousculer. Donc finalement, ça doit bien incarner. Donc il nous faut construire ce vivier dans le temps. Il faut prendre des étapes et nous avons choisi cette année d'avoir un petit peu un plan de formation pour les formateurs de façon à ce que tranquillement eux aussi commencent à incarner la position de formateur, leur position en CPS. Et la co-animation me semble aussi un point extrêmement important puisqu'on va incarner aussi à deux, en travaillant ensemble, en animant ensemble, on incarne aussi les compétences psychosociales, en particulier les compétences sociales, la dimension sociale. Donc vraiment de la vigilance, du temps, et proposer à chacun de rentrer dans un processus là où l'on est, de façon à ce qu'il puisse être en sécurité lorsqu'après il prendra en main les formations.
Christophe Marcelet, vous vouliez répondre peut-être à Bénédicte Ars, ou peut-être compléter sur la partie des besoins de terrain par la formation ? C'est sur la question des fils, les formations d'initiative locale, sur lesquelles Cyril Savary est intervenu, et aussi Bénédicte Ars. Il y a vraiment là quelque chose qui me semble essentiel, d'après ce que j'ai vu dans un certain nombre d'établissements. On voit bien que l'objet particulier des compétences psychosociales engage un collectif sur le plan qualitatif. Un collectif qui se met à être plus attentif, plus engagé, plus près des élèves. Et si on met en place une formation d'initiative locale, il est beaucoup plus facile d'avoir de l'efficacité si c'est l'ensemble de l'équipe qui s'engage dans cette démarche-là, en s'appuyant, comme le disait Bénédicte Ars, sur ceux qui ont de l'expérience, sur ceux qui vont avoir déjà expérimenté, éprouvé, vont s'être déjà formés et vont pouvoir construire ensemble. Et il y a autour des compétences psychosociales un tel changement de posture et d'attitude chez certains enseignants. Il faut bien comprendre que quand on est sur les compétences psychosociales, pour certains enseignants, ce n'est pas nouveau du tout. C'est le mot qui est nouveau. Certains les incarnent depuis très longtemps. Mais pour d'autres, c'est une révolution parce que travailler ces compétences va les amener à engager une relation avec les élèves sur les émotions, sur ce qui est un peu tabou habituellement pour eux, et à sortir de leur posture de sachant pour être plus en posture d'écoutant, ce qui n'est pas le lot de tous les enseignants, eu égard à leur formation, eu égard à leur personnalité. Or là, on se rend compte que si on veut aider les élèves les plus fragiles, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Et cette sensibilité nouvelle à la condition d'élève, à travers lesquelles les compétences psychosociales nous invitent à aller, elle engage véritablement ce bouleversement qui va nécessiter des ajustements, un accompagnement, parfois une supervision, et nécessairement une qualité d'accompagnement et de formation de formation de formateurs, comme le disait Bénédicte Ars tout à l'heure. Donc il y a là une exigence institutionnelle très forte. Je crois que c'est d'ailleurs un souci que vous partagez au niveau du Bureau de la Santé, parce qu'effectivement, avoir à former, la perspective de former 800 000 enseignants et puis toutes les nouvelles générations d'enseignants à venir, c'est un véritable défi quantitatif, mais aussi qualitatif, parce que ça va être un défi de formation éthique, et de formation méthodologique. Alors on voit bien, on en discute assez souvent d'ailleurs entre nous, il y a à apprendre sur le terrain des méthodologies qu'il va falloir convoquer sur le plan notamment de la didactique et de la pédagogie, que ces compétences nous amènent à mobiliser. Parce que certes, il y a des pédagogies actives, mais il y a peut-être aussi des techniques à installer, à créer aussi en France, en s'inspirant de ce qui est fait à l'étranger. Mais en voyant, on a par exemple le groupe d'entraînement à l'analyse des situations éducatives qui a été développé dans l'Académie de Montpellier, les GEAS qui ont été développés dans le cadre de la formation des enseignants, qui est tout à fait transférable, comme certains enseignants commencent à le faire, notamment dans les lycées professionnels, transférable au monde des élèves. Tout ce qui est, parce que finalement, quand on est dans l'analyse des comportements sur les compétences psychosociales, on est sur l'analyse des pratiques d'élèves, de comportements, de pratiques relationnelles vécues entre élèves. Donc il y a des techniques à aller chercher, peut-être du côté d'autres domaines qui nous sont encore inconnus ou sur lesquels on n'ose peut-être pas aller, mais tout ceci avec prudence. Ça a été rappelé par Claire Bay, on pourra peut-être y revenir, en étant prudent, parce que sur les compétences psychosociales, on n'est pas sur un domaine comme les autres. On est sur un domaine qui est relationnel, qui peut très vite déborder sur des sujets qui pourraient blesser et aller sur des terrains sur lesquels l'éducation nationale n'a pas allé pour des questions de valeur, de laïcité et de principe. On va y revenir dans quelques instants. Oui. On va poursuivre dans quelques instants aussi la double vision établissement académique. Peut-être Claire Bay, avant, en réponse à Christophe Marcelet qui vous interrogeait tout à l'heure, est-ce que vous partagez les propos de votre voisin de droite ? Oui, évidemment. Je serai très rapide. C'était juste pour compléter, parce qu'effectivement, je pense qu'il y a beaucoup d'attentes sur le terrain sur cette question de la formation. Parce qu'en effet, ça a été dit, donc je ne reviendrai pas dessus, mais c'est effectivement assez nouveau et on touche encore une fois au geste professionnel. Donc notre idée, c'est bien de prendre appui. C'est ce qu'on a fait dans le kit empathie pour celles et ceux qui veulent aller voir. C'est pour le premier degré, mais sur la page CPS d'EduScol, il y a le premier volume et le deuxième dans quelques jours du kit empathie. Et donc on prend appui sur des gestes professionnels déjà construits dans le cadre de séances disciplinaires pour développer des gestes qui vont évoluer vers ces fameuses compétences. Et donc nous avons, pour accompagner les équipes aussi sur ce point, nous avons créé des délégations académiques aux compétences psychosociales qui vont être chargées d'être les relais en académie et qui vont mettre en œuvre des formations. Donc nous les formons par le biais du plan national de formation, déjà une fois l'année dernière, à nouveau d'ici dans
dans un mois à peu près. Et ils vont être chargés ensuite de décliner d'autres formations en académie. Donc les équipes pourront bénéficier d'accompagnement sur ce point. Cyril Savary, Bénédicte Hart, on va revenir sur cette double vision établissement-académie. Vous avez décrit depuis tout à l'heure un cadre. Comment mobiliser l'ensemble des acteurs à toutes les échelles dans ce cadre ? Alors, quand on parle de l'ensemble des usagers ou des acteurs dans un établissement, bien sûr, vous l'avez dit tout à l'heure, il faut partir de l'élève jusqu'à la direction en passant par les familles. Moi, je crois que d'abord, il faut sensibiliser et informer sur les effets de la démarche CPS. Ensuite, il faut vraiment qu'il y ait une vision qui soit partagée, vraiment explicitée. Et on peut aller jusqu'au leadership du chef d'établissement qui va accompagner dans cette démarche. La formation et le développement personnel, c'est très important. Il faut que ce soit reconnu et valorisé. Et puis, on va ancrer la participation avec, par exemple, un comité de pilotage et des représentants de tous les usagers. Et enfin, il faut communiquer très régulièrement. Cela nécessite bien évidemment du temps de réflexion, du temps pour se poser. Et les formations impactantes peuvent être dérangeantes. Elles permettent d'exprimer des sensations, des vécus, des actions. Et elles permettent aussi de nommer ce qui existe déjà, puisque vous l'avez dit tout à l'heure, on ne part pas de rien. Et en s'appuyant sur l'existant, on peut aller plus loin. Moi, j'ai eu l'occasion de suivre un établissement qui avait cette démarche-là. Et en mobilisant tout le monde, on va vraiment vers une communauté d'apprentissage. On va vers ce qu'on appelle un établissement apprenant. Très bien. Merci beaucoup. Vous vouliez peut-être poursuivre ? Non. J'ai vu que mes collègues réagissaient. Ouais, peut-être d'abord Bénédicte Hart, et je vous donne la parole après, Christophe Marcelier. Bénédicte Hart, justement, l'œil académique sur ce sujet, encore une fois. Alors, l'œil académique, je reviens sur la notion de temps et de processus. Alors, c'est un temps long de changement de posture. Alors, on a parlé que dans les communautés éducatives, il était important, effectivement, et que c'était vraiment un axe et un levier puissant de travailler sur une communauté éducative lors d'une formation d'initiative locale. Mais comme ça bouscule, tout le monde n'est pas prêt à s'engager. Donc, il faut qu'on puisse aussi en communauté se dire que chacun va être à un endroit donc, de son cheminement et qu'il faut le prendre à cet endroit-là et respecter la vitesse aussi de son cheminement. Alors, c'est pour ça qu'il est important de sécuriser, peut-être de rendre les formations simplement pour des volontaires, laisser chacun se mettre à la bonne distance d'un projet, mais en même temps avoir une attention en équipe, en communauté, de ne pas mettre en porte-à-faux ceux qui ne souhaitent pas rentrer, de ne pas opposer, de façon à montrer une congruence au sein d'une communauté éducative. Donc ça, c'est important, je pense, en établissement. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que les personnels en établissement, mais également donc, les inspecteurs, les chefs d'établissement qui auront aussi besoin de se poser, de prendre ce temps-là et d'avancer ensemble. Alors, sur Créteil, on a choisi de constituer un groupe qui est intercatégoriel, qu'on a appelé bienveillance, coopération et réussite. Ce groupe est ouvert avec différents statuts et il s'interroge constamment. Alors, certaines personnes viennent juste regarder, écouter, d'autres se former, devenir formateurs. Et avec un point de vigilance, puisqu'il faut aussi que cette communauté-là puisse aussi se nourrir en fonction de son statut. Donc, c'est tout un équilibre et un processus qui est en marche. Christophe Marcelier, en complément de M. Savary. Oui, comment on pourrait imaginer qu'on développait les compétences psychosociales lorsqu'un chef d'établissement a un style de management et de pilotage par trop autoritariste, comme on en voit encore. Et on le déplore parfois. Et je pense que, comme le disait M. Savary, il y a le rôle du chef d'établissement est majeur. C'est-à-dire que si par son style, il est vraiment porteur des valeurs, d'attention aux élèves, de mobilisation, de pilotage partagé, de concertation, et qu'il fait confiance, comme Bénédicte Hart le disait, c'est-à-dire qu'il donne du temps aux équipes pour que ceux qui ne sont pas tout à fait prêts s'ouvrent à un mode de fonctionnement qui ne remet pas en cause la fermeté et l'exigence. Parce que sur ce sujet des compétences psychosociales, cela questionne. Pour certains, oui, mais alors on va tout laisser faire, on va écouter les émotions des élèves. Écouter les émotions des élèves, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas arrêter d'être exigeant, qu'on va en rabattre avec les savoirs, qu'on va en rabattre avec les exigences. C'est bien au contraire. C'est parce qu'on est attentif, qu'on met en place une qualité de relation, que l'on peut plus facilement exiger des élèves, qu'ils s'engagent et qu'on peut contractualiser avec eux sur un terrain où les uns et les autres ont fait des efforts. Et je crois que de ce point de vue-là, le style de pilotage du chef, lorsqu'il incarne cela,
lorsqu'il est capable, et on en a de plus en plus de chefs d'établissement, on en voit beaucoup, mais ce n'est pas encore tous les chefs d'établissement. Il y a eu bien sûr une affaire de culture, de sensibilisation, peut-être générationnelle. On a pour autant des chefs d'établissement expérimentés qui le font très bien, mais on voit bien que l'on a une révolution quand même dans l'encadrement et qui doit même peut-être dépasser le seul cadre des chefs d'établissement. À tous les niveaux du système, on doit être capable de composer avec ces deux éléments qui vont faire l'efficacité de l'école. Exigence, mais aussi bienveillance dans l'accompagnement, dans l'écoute, dans la prise en considération de ce que vit chacun, qu'il soit adulte ou élève, dans l'établissement et dans sa vie scolaire ou professionnelle. Et ça, vous pensez vraiment que tous les chefs d'établissement aujourd'hui sont compatibles avec cette... C'est pas une question de compatibilité. Il y a effectivement l'idée d'être prêt, d'être ouvert à cela. Alors pour certains, c'est une révolution parce que cela bouscule terriblement l'habitus professionnel qui s'est mis en place. Mais je pense qu'on a suffisamment d'éléments d'argumentation. Et puis on a aussi la démonstration par la preuve. C'est-à-dire qu'on voit des équipes pédagogiques dans lesquelles un nouveau chef arrive avec un style délibérément ouvert à cette qualité de relation dans le management et dans la relation aux élèves, aux parents, à tous les acteurs. On voit ces chefs l'incarner, ces équipes de direction l'incarner, et ça fonctionne. Et cela aussi permet, et ça c'est formidable, de réenchanter l'école, de redonner du plaisir aux élèves et aux équipes, et de réconcilier d'une certaine manière tout le monde avec la puissance de l'école. Parce que l'école peut être très forte lorsqu'elle est sur ce terrain-là. Elle peut être très puissante, et on le voit parfois dans des contextes très défavorisés. Les chefs qui demandent, pour certains, à exercer en éducation prioritaire, où on va retrouver des chefs qui ont cette capacité-là de tenir les deux, de tenir d'un côté l'exigence et de l'autre côté l'attention à l'autre, la communication empathique à tous les niveaux. Parce que c'est pas pour rien qu'on a fait le choix en France de travailler sur l'empathie. Il y a vraiment la puissance de la communication empathique qui est à l'œuvre et qui doit s'incarner dans tous les instants des relations que l'équipe de direction, mais que les adultes en général vont développer au quotidien dans l'établissement. Alors on s'est intéressé il y a quelques instants à la formation sur les compétences psychosociales. Je vais inverser cette fois-ci, on va commencer par l'œil académique de Bénédicte Hart. Sur cette question, y a-t-il d'autres leviers aujourd'hui à disposition pour accompagner les parcours, les changements de posture ? Alors il y a tous les leviers des instances. Qui donne à voir, alors une instance c'est pour vivre quelque chose, donc qui donne à voir la cohérence des actions que l'on met en œuvre, l'organisation, alors c'est par exemple les comités écoles promotrices de santé pour lesquels les CPS sont le socle fondamental, et au-delà, mais également au niveau académique, le CES-CE qui peut aussi être un lieu de réflexion et de regroupement des différents types de missions, de façon à ce que finalement les CPS, elles irriguent à l'intérieur de l'ensemble des missions, parce qu'on voit que quel que soit ce qu'on porte et quelle que soit l'émission, il y a quelque part derrière des compétences psychosociales. Et puis, il y a aussi la participation aux réseaux nationaux dont on parlait, mais aussi au plan de formation national. C'est très intéressant d'avoir effectivement le regard d'autres académies pour partager, pour expérimenter ensemble, pour avancer ensemble. Et il ne faut pas oublier la formation au niveau donc, des chefs d'établissement, puisqu'on a dit que c'était un élément majeur, au niveau des inspecteurs également, qui vont aussi donc, dans les classes et qui sont en lien avec les communautés éducatives. Et donc, c'est donc tout ça qu'il faut qu'on organise au niveau donc, d'une académie. Cyril Savary, qu'en est-il au sein des établissements ? Alors, pour compléter, donc, ma collègue parlait du CES-CE. Bien évidemment, c'est un levier fort du changement, à condition que celui-ci soit accessible à tous les usagers, mais bon, il doit être ouvert. Les labellisations, par exemple, s'engager dans une démarche de labellisation permet de se questionner sur les pratiques et d'engager une démarche qualité. Les commissions, les élèves demandent régulièrement la parole. Les commissions, j'ai des exemples de commissions bien-être, par exemple. Sur le bien-être, d'ailleurs, l'Académie de Poitiers a développé une expérimentation des délégués du bien-être. Et puis, on a également des dispositifs particuliers qui peuvent être des leviers, comme par exemple des projets de classes chantantes ou des classes à quart d'heure chantant. Comme on avait des quarts d'heure lecture, on peut avoir des quarts d'heure chantants, des classes théâtre, des coniclasses, voilà. Et puis, on peut, par tous ces biais-là, développer une culture globale de l'empathie, de la collaboration, du respect mutuel, et les changements de posture deviennent alors plutôt naturels. Bon, moi, je vous propose de terminer l'émission en chanson. Avec Claire Bay, peut-être, qui voulait réagir. Alors,
Pas forcément en chanson, mais non, ce qui était important pour compléter tout ce qu'a très bien dit Cyril Savary, c'est que je pense que pour l'appui sur les instances, c'est important de s'appuyer aussi sur le conseil pédagogique, le conseil d'administration, évidemment, le conseil école-collège, etc. C'est-à-dire que vraiment, j'insiste sur le fait que les compétences psychosociales ne doivent pas être justement uniquement dans le domaine de la santé, mais doivent bien être au cœur de la pédagogie, au cœur des classes et l'affaire de tous. Donc je crois que le levier du collectif a été aussi beaucoup développé et ça me semble assez essentiel. Donc, je voulais élargir par rapport à ça. Ça marche. Alors avant d'ouvrir quelques questions de débat et pour terminer sur cette vision académique, établissement, peut-être comment faire en sorte aujourd'hui, si on fait un bilan, de transmettre toutes ces compétences psychosociales aux élèves afin qu'elles soient visibles dans la classe et dans le quotidien de tous les élèves. Donc, je vais rebondir sur votre question. Alors, il me semble qu'au préalable, il faut effectivement s'intéresser donc aux adultes qui accompagnent donc les jeunes, avec un développement des compétences psychosociales des adultes. Alors, on l'a dit en prenant le temps, etc., de façon à ce qu'il y ait une congruence, en fait, de tous les membres de la communauté éducative. Parce que par notre exemple, et Christophe Marcelier l'a bien dit, par notre exemple, on va effectivement aussi accompagner le développement des compétences psychosociales donc des jeunes. Alors, ça, c'est montré aussi par le prisme de la science. Penser la coéducation avec les parents. Donc ça, c'est en fait encore quelque chose qu'il est difficile de mettre en œuvre au sein des établissements. Et puis, repenser les prismes, sous le prisme des CPS, tous les gestes professionnels. Et en particulier, les gestes qui sont finalement le plus impactés dans mon expérience sur ces formations-là, c'est les gestes d'évaluation, de feedback, qui interrogent. Alors, il y en a pour lesquels ça va conforter et d'autres pour lesquels ça va interroger. Et donc, il nous faut accompagner pour que ça puisse arriver dans le quotidien des élèves et dans le quotidien des disciplines et des réussites et des apprentissages. Et puis, de temps en temps, proposer des séances explicites, des moments explicites de développement des compétences psychosociales. Et là, effectivement, comme disait Claire B, s'appuyer, par exemple, sur le kit empathie de la DGESCO et le décliner à différentes échelles et pour différents publics. Et puis, pour aller un tout petit peu plus loin, de se dire avec une note d'espoir quand même, parce que finalement, on a l'impression peut-être que c'est très compliqué, qu'il y a plein de points de vigilance, qu'il y a plein de points d'attention, mais que finalement, c'est le premier pas. C'est-à-dire identifier pour chaque équipe quel est le premier pas, puis ensuite les pas suivants pour développer les compétences psychosociales et répondre aux besoins du terrain. Ça arrive peut-être en complément. Après les petits pas, on se rend compte que la démarche des CPS dans un établissement, en fait, redonne du pouvoir aux individus. Et ça, c'est une force, c'est quelque chose de très important. Ça permet de mieux se connaître pour être capable de transformer des faiblesses en force. Et puis, j'ai envie de dire que les CPS doivent être d'abord vécus avant d'être enseignés. Et elles se diffusent par l'exemple, par le vécu, par l'action, par la réflexion quotidienne, jusqu'à devenir la norme de la vie scolaire à la salle de classe. Merci à tous. Je propose maintenant d'ouvrir quelques questions de débat où vous allez tous pouvoir répondre. Une première, c'était en réaction à vos propos tout à l'heure, Claire B, sur l'importance de travailler aussi les compétences psychosociales des parents. Comment on y parvient ? C'est intéressant. Alors, la stratégie, effectivement, dont je parlais tout à l'heure, la stratégie de 2022 sur le développement des compétences psychosociales chez les enfants et les jeunes, c'est une stratégie sur tous les secteurs. Donc, on pense vraiment, effectivement, la cohérence sur tous les temps de l'enfant, le temps scolaire, le temps périscolaire, le temps extrascolaire et le temps dans les familles. Donc, le travail avec les parents, moi, je pense qu'il faut viser une vraie alliance éducative sur ces sujets. Il y a plusieurs manières de travailler avec eux. D'abord, il y a tout le travail habituel des chefs d'établissement, en particulier sur la manière dont on va communiquer sur ce qu'on fait pour que les parents puissent comprendre et créer cette fameuse alliance, puisqu'ils vont comprendre la démarche de l'établissement dans le développement de ses compétences psychosociales. Tout à l'heure, Cyril Savary a cité les cafés des parents, qui sont, à mon avis, particulièrement intéressants. J'ai connaissance aussi dans certains établissements d'initiatives, d'ateliers partagés qui peuvent être créés sur ces questions-là avec des parents, des élèves et des professeurs qui travaillent, alors effectivement de manière plutôt horizontale. Et donc voilà, c'est par exemple quelques leviers qu'on peut citer sur ce sujet-là. Quelqu'un d'autre veut s'exprimer sur le sujet ? Christophe Marcelier, peut-être ? Oui, alors c'est vrai que c'est un sujet difficile, délicat, la question des parents, parce que d'autant plus sur ce sujet des CPS,
pour 2 raisons. Parce que c'est un sujet qui est un petit peu théorique et pas simple. Nous qui y travaillons depuis plusieurs années, on voit bien qu'il y a un temps d'appropriation. Et donc, on imagine pour les parents, la notion de compétence psychosociale n'est pas une notion simple. Et deuxièmement, parce qu'on va aller sur le terrain de ce qui se passe à la maison, parce que les compétences psychosociales, en fait, et je crois que c'est important de le rappeler et de le dire, ces compétences psychosociales, elles ont quelque chose de particulier, c'est qu'elles sont mobilisées par les jeunes et les adultes aussi, dans toutes les situations qui sont un petit peu difficiles, stressantes, dans les contextes, les environnements, les situations où il y a de l'incertitude, il y a de la prise de risque, on ne sait pas trop, on est fragilisé, on est vulnérabilisé. C'est à ces moments-là qu'on a besoin de compétences pendant parfois quelques microsecondes, quelques secondes, parfois pendant quelques minutes. Et expliquer concrètement à des parents que leurs enfants, pour qu'ils réussissent, ils ont bien sûr besoin de maîtriser les savoirs académiques, mais que pour entrer dans les difficultés que présentent les apprentissages ou qui concernent ces savoirs académiques, il faut être capable de mieux gérer sa colère, mieux gérer son stress, mieux gérer les difficultés relationnelles qu'on a avec un camarade quand on travaille sur tel sujet. Toutes ces petites difficultés qui font la différence entre certains élèves, elles sont essentielles à accompagner. Pour les accompagner, il faut être en mesure d'aller sur une communication ouverte avec son enfant, être en mesure de pouvoir parler de ce qui ne va pas, de ce qui lui fait, ce qui le stresse, ce qui lui fait de la peine, ce qui le met en colère. Donc d'aller sur le terrain un peu émotionnel, parce que c'est déterminant. Les émotions viennent résonner avec les besoins fondamentaux. Et les besoins fondamentaux d'un jeune, ils sont vraiment mis à l'épreuve au cours de la scolarité. C'est le besoin d'être en sécurité, d'être écouté, d'être apprécié, que les choses soient justes. Donc tous ces besoins-là, c'est eux qui font faire qu'il y a un moment donné, des jeunes vont décrocher et d'autres vont suivre. Et les parents ont un rôle majeur. Et sans en être forcément conscients, beaucoup de parents déjà accompagnent leurs enfants pour mieux vivre la satisfaction de leurs besoins et mieux dire leurs émotions. Mais le fait d'en parler ouvertement, autour de quelques notions clés comme ça avec eux, ça peut permettre vraiment de les aider à progresser dans la parentalité qui est vraiment quelque chose de complexe, surtout dans le monde d'aujourd'hui. Vous évoquiez aussi les dérives potentielles. Je vais tous vous interroger sur, selon vous, les points de vigilance majeurs à surveiller pour la mise en place justement de ces compétences psychosociales. On pense en particulier aux intervenants extérieurs qui essayent de rentrer dans les établissements. Il y a à la fois les associations, mais il y a aussi des indépendants. Alors, ça ne veut pas dire que tous les indépendants ne doivent pas rentrer ou toutes les associations ne doivent pas rentrer. Moi, ce qui me paraît important, c'est de se dire que d'abord, il faut toujours être là en tant que personnel de l'éducation nationale, puisqu'on est référent et des valeurs de la République. Donc, en particulier, lorsque les enfants sont en jeu. Donc il faut d'abord commencer, me semble-t-il, par des adultes, des formations d'adultes, à les tester. Il vaut mieux accompagner une association plutôt que de refuser une entrée, sauf si on a évidemment des signes de dérive sectaire ou autres, ou de laïcité. Mais d'accompagner, ça permet de discuter, ça permet de voir si l'autre en face est en capacité de s'accorder sur le projet que l'on souhaite et le sens qu'on veut lui donner, et puis accompagner vers un agrément lorsqu'on pense que c'est important pour donner en fait une stabilité à la relation avec les associatives. Cyril Savary, peut-être aussi un point de vigilance au niveau de l'établissement. Donc, mais ma collègue l'a bien dit, l'a dit justement sur l'ouverture. On a de plus en plus de sollicitations, effectivement. Je crois qu'il y a des secteurs, il y a des entreprises privées qui ont bien compris qu'il y avait quelque chose à faire, donc il faut être très vigilant. Moi, la recommandation, c'est en fait se tourner aussi vers les équipes académiques, vers les IAIPR. On n'est pas seul en établissement et on a absolument besoin de travailler en ouverture et communiquer le plus possible sur ce qu'on peut faire. Voilà. Clarbet ? Pour compléter le fait que les collègues peuvent s'appuyer sur la charte des interventions en milieu scolaire, qui rappelle bien les principes. Ça s'inscrit dans un projet, c'est travaillé en amont, il y a de la co-animation. Effectivement, on s'appuie sur des intervenants agréés. Et puis, il y a tout un tas de relais, effectivement, académiques sur lesquels on peut compter. Alors, si on a un risque de dérive sectaire, il y a les référents dérive sectaire. Il y a les CARDI, quand on est sur des interventions un peu innovantes qui peuvent être intéressantes. Il y a évidemment toutes les équipes académiques qui ont été citées précédemment. Mais je crois qu'il ne faut pas rester seul face à une... Enfin, voilà, quand on hésite, je crois qu'il faut s'écouter. Et encore une fois, on a aussi beaucoup de relais à l'école, parmi les personnels de l'éducation nationale, pour faire très bien les choses. Christophe Morcelier, peut-être. Oui, effectivement, tous ces éléments-là sont vraiment très importants. Et peut-être que j'ajouterais que lorsqu'on a des doutes, il vaut mieux s'abstenir de solliciter quelqu'un dont on n'est pas certain qu'il ait les compétences.
Dans l'absolu, il faudrait que les intervenants aient tous un master de psycho, puisqu'on est sur des sujets de... Mais on sait bien qu'il y a aussi des personnes expérimentées qui ont un vrai savoir-faire et qui n'ont pas forcément un master de psychologie. Mais globalement, on est quand même sur un sujet qui mobilise des savoirs liés à la psychologie sociale et qui mettent en jeu des éléments qui ont trait avec le vécu de l'élève. Et donc, du coup, on voit bien que l'approche éthique, les critères d'une éthique relationnelle, d'une éthique pédagogique sont essentiels, à savoir toujours s'interroger sur ce qui est bon pour l'élève en termes de thèmes que l'on aborde, de références que l'on peut faire, d'être prudent, d'être précautionneux vis-à-vis de ce que l'élève pourrait ressentir à l'issue d'un entretien, d'une discussion. Donc la prudence s'impose. Pour autant, comme c'est un objet qui est nouveau, il faut quand même créer les conditions pour que les élèves puissent s'exprimer. Et il y a quand même, à travers les jeux de rôle, le théâtre forum, un certain nombre de techniques qui permettent aux élèves de s'exprimer en toute sécurité, des éléments qui demandent une formation. Du coup, la formation doit être de haut niveau, ça a été dit par Claire Bay tout à l'heure, et c'est l'un des grands enjeux sur ce terrain-là, des compétences psychosociales, que de développer à l'échelle nationale une formation de haut niveau, qui soit à la fois une formation didactique, une formation aussi pédagogique et sans doute une formation éthique aussi, qui est un des aspects de la pédagogie. L'idée, c'est quoi sur le long terme, si on se projette à 20 ans? C'est que les élèves d'aujourd'hui transmettre demain à leurs enfants eux-mêmes les compétences psychosociales? Alors on a des données scientifiques là-dessus, sur des suivis de cohortes. On voit par exemple que les jeunes qui ont suivi des formations, voire des programmes probants, deviennent des parents bienveillants. Et donc il y a un cercle vertueux qui s'amorce et donc ça les engage dans une parentalité beaucoup plus bienveillante et beaucoup plus... assises sur des vraies compétences de communication, notamment avec leur enfant. Alors, du coup, on perçoit qu'à travers toutes ces précautions, on a des enjeux de société très importants autour de ces compétences. Et je dirais qu'on ne maîtrise peut-être pas complètement les enjeux qui sont à l'œuvre, parce que ce sont des enjeux qui vont jusqu'à sans doute plus d'entraide, plus de solidarité, plus de paix dans les relations sociales. Et donc, on imagine que si on y met toute l'exigence qu'il faut en termes de formation, on arrivera à obtenir des résultats d'ici quelques années qui seront certainement illustrés par la recherche, il faut l'espérer. Très bien. Merci à vous quatre, en tout cas, pour ce débat d'une heure sur ce sujet des compétences psychosociales. Avant de se quitter, je vous propose de découvrir en images la Minute Biblique qui vous est présentée comme chaque numéro par Sylvaine Paul. Bonjour à toutes et tous. Merci Marc-Antoine, merci à tous nos invités d'avoir accepté d'intervenir sur notre plateau. Et merci également, chers invités, pour vos conseils en matière de ressources que je vous présente tout de suite. Comme toujours ou presque, on commence par aller voir le site EduScol, où une page est consacrée au développement des compétences psychosociales. On y trouvera quelques précisions sur ces CPS, l'enjeu et les objectifs de leur développement, ainsi que des ressources concernant l'expérimentation des cours d'empathie en école maternelle et élémentaire. C'est sur cette page que l'on pourra consulter ou télécharger le kit pour les séances d'empathie conçu par la DGESCO, ainsi que des documents de Santé publique France. Je parle du référentiel CPS pour un déploiement auprès des enfants et des jeunes, ainsi que du rapport sur l'état des connaissances scientifiques et théoriques qui a été publié en 2022. Ensuite, je vous invite à aller faire un tour sur le site de la MILDECA. La MILDECA, c'est la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. Sa représentante, Béatrice Lambois, nous avait fait l'honneur de sa présence sur une émission précédente qui était consacrée aux addictions. Ils ont publié une page consacrée à l'essentiel sur le renforcement des CPS pour une prévention efficace à l'école. Ils y présentent des ressources, des données et des pistes pédagogiques à utiliser en classe. Christophe Marcelier, présent sur ce plateau, que je remercie vivement, a écrit ou participé à de nombreux ouvrages et travaux. En voici une courte sélection. Sur le site de l'association École Humain, anciennement SYNLAB, on pourra lire la synthèse de l'enquête réalisée en septembre 2022 sur l'évolution du rôle et des pratiques pédagogiques des enseignants sur le développement des compétences psychosociales à l'école.
Les résultats complets ainsi que d'autres éléments y sont également proposés. Je vous propose également la lecture de l'ouvrage « L'attention aux vulnérabilités des élèves » qui est publié chez Berger-Levrault en 2023 dans la collection Au fil du débat. Ainsi que l'ouvrage coécrit avec Aziz Djellab « Bienveillance et bien-être à l'école pour une éducation humaine et exigeante », toujours chez Berger-Levrault, mais en 2018 et dans la collection Les Indispensables. Ces 2 références sont disponibles dans notre centre de la ressource et de la donnée. Les références détaillées sont disponibles sur le portail documentaire de l'IH2EF. Sur le site de l'OCDE à présent, nous consulterons les compétences au service du progrès social, le pouvoir des compétences socio-affectives. Il s'agit d'une étude menée par l'OCDE en 2016. Je vous propose également l'article de Sophie Morlet, publié en 2016, « Les compétences sociales, quels apports dans la compréhension des différences de réussite à l'école primaire ?» Cet article est inclus dans « Les compétences sociales et non académiques dans les parcours scolaires et professionnels ». Ça a été publié aux éditions universitaires de Dijon. Je mentionnais tout à l'heure Béatrice Lambois. Voici un ouvrage que vous pourrez également consulter, « Les compétences psychosociales, bien-être, prévention, éducation ». Il est paru aux presses universitaires de Grenoble en 2021. Et enfin, pour terminer, je mets à votre disposition 2 diapos qui ont été réalisés par Claire B, présente également sur ce plateau, qui présentent de manière synthétique un aperçu du contexte historique institutionnel dans lequel s'inscrit la volonté de développer les CPS au niveau de l'éducation nationale. Voilà, j'en ai terminé pour ce numéro. J'espère que vous trouverez de quoi nourrir votre curiosité. Je vous rappelle que toutes ces références seront mises à votre disposition sur le site de l'IH2EF, sur la page dédiée aux émissions du Périscope. Je vous retrouverai quant à moi avec grand plaisir le 9 avril pour une nouvelle émission sur le pilotage de l'évaluation des élèves au Périscope. D'ici là, je vous souhaite le meilleur avec l'arrivée du printemps et je rends la parole à nos invités en plateau. Marc-Antoine, c'est à vous pour le mot de la fin. À très bientôt. Merci beaucoup Sylvaine, et donc à dans un mois. Nous remercions à nouveau nos 4 intervenants du jour. Merci d'avoir été avec nous dans ce studio de l'IH2EF pour partager cette heure de débat autour des compétences psychosociales, un épisode à retrouver en replay sur le site de l'IH2EF. Et moi je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro qui sera diffusé le 9 avril prochain, avec au programme le pilotage de l'évaluation des élèves au Périscope. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt.